Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement rwandais a présenté son nouveau programme pour les 7 années à venir. Programme riche qui reste dans la continuité des 2 premiers mandats du président Paul Kagame. Afin de lutter contre l'insécurité alimentaire, les agriculteurs égyptiens bénéficient de l'aide des Nations Unies. L'organisme international a mis en place un programme à cet effet dans des régions touchées notamment par la malnutrition. Et puis, il y a 15 ans, le Sénégal a vécu l'une des pires tragédies de l'histoire maritime. Entre recueillement, sensibilisation et prières, victimes et proches ont commémoré cette journée du 26 septembre. Mais tout d'abord, en Guinée, les prochaines élections locales devraient se tenir en février 2018. Cette date proposée par la Commission électorale indépendante ne fait pas l'unanimité. L'opposition, par la voix de son chef de file et président de l'Union des forces démocratiques, Cellou Dalein Diallo, a manifesté son mécontentement concernant cette date qu'elle estime trop éloignée. Rappelons que ce scrutin est très attendu en Guinée et est l'une des principales revendications de l'opposition. Réélu avec plus de 98% des voix le 5 août 2017, le gouvernement du président Paul Kagame a présenté son nouveau programme, un projet ambitieux destiné pour les 7 prochaines années dont le développement économique du pays des 1000 collines figure parmi les priorités de ce 3e mandat. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Fratan Dakiaisanga. Devant les 2 chambres du Parlement, le nouveau Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a présenté ce 26 septembre 2017 le programme du nouveau gouvernement pour les 7 prochaines années. Il est basé sur 3 piliers, à savoir l'économie, la société et la gouvernance. Mais pour le résumer, selon le chef du gouvernement, c'est un programme de transformation, surtout économique. Dans ces 7 prochaines années, nous allons doubler le revenu du secteur touristique qui atteindra 800 millions de dollars par an. Pour y arriver, on va prendre des mesures qui feront du Rwanda une destination privilégiée par les touristes. Nous tenons aussi à faire de notre pays une économie basée sur les connaissances. Un programme trop ambitieux pour certains qui prennent pour exemple le fait que le gouvernement prévoit de faire passer d'ici 7 ans de 33 à 100% le taux d'accès de tous les Rwandais à l'électricité. D'autres citoyens rwandais estiment qu'il faudra libéraliser davantage l'économie afin d'augmenter le pouvoir d'achat de la population. C'est très bien que le programme soit ambitieux, parce que ça va pousser les gens à se dépasser pour y arriver. Et d'ailleurs, ce gouvernement est surnommé celui de la rapidité. Le plus important, c'est qu'il y ait une structure forte déjà en place. À part le problème de chômage qui n'a pas été réglé durant le dernier septennat, il faudra aussi penser à la libéralisation de l'économie et voir comment y apporter une solution durable. L'un des plus grands projets que compte mener le nouveau gouvernement est le Kigali Innovation City. Surnommé la future Silicon Valley rwandaise, c'est l'un des éléments de la stratégie gouvernementale pour transformer l'économie agraire du pays, pour en faire une économie basée sur les connaissances. Toujours au Rwanda, la fraude fiscale est passible de 5 ans d'emprisonnement. Malgré cette mesure dissuasive, le phénomène perdure. En plus de ce problème, les arriérés d'impôts des entreprises sont devenus des défis à relever pour les autorités. Précision de notre correspondant Oliva Diakotan. Au Rwanda, la lutte contre les fraudes fiscales et les arriérés d'impôts s'accentue ces derniers temps. Les autorités ont récemment récupéré 1,4 million de dollars provenant de la sous-évaluation ou la dissimulation de marchandises. Ce 25 septembre 2017, les mêmes autorités ont obtenu 8 millions de dollars de la vente aux enchères d'un édifice commercial figurant sur la liste des 250 entreprises locales et étrangères cumulant 73 millions de dollars d'impôts impayés. Je pense que ces différentes méthodes de recouvrement sont une bonne chose pour le gouvernement, qui a beaucoup de projets, surtout de construction d'infrastructures à réaliser. Dans un pays où s'acquitter des impôts n'est pas encore totalement ancré dans les mœurs, ces fonds récupérés feront du bien au gouvernement. Et pourtant, depuis mars 2013, la facturation électronique est devenue une réalité au Rwanda. Objectif, faciliter la gestion de la comptabilité des commerçants et atténuer les évasions fiscales sur la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée de 18%.
Malgré cette volonté, la lutte est loin d'être gagnée car en 2016, ce sont 8 millions de dollars de fraude fiscale qui ont été détectés chez 25 entreprises. Certains experts préconisent 2 méthodes pour de meilleurs résultats. Il y a 2 manières de voir ça. Il y a la forme incitative qui permet aux entreprises, qui crée le cadre général pour que les entreprises puissent se sentir à l'aise et contribuer. Et il y a le volet coercitif où on force les entreprises, où on les sanctionne au cas où elles commettent des fraudes fiscales. Dans les 2 cas, il faut toujours les associer. Il faut associer la méthode coercitive et la méthode incitative. Notons que la loi de la communauté est-africaine prévoit 5 000 $ d'amende pour fraude fiscale ou contrebande de marchandises. Le Rwanda s'apprête à célébrer l'édition 2017 de la journée du contribuable le 6 octobre sous le thème « Mon impôt, mon développement, ma dignité ». L'agriculture, secteur clé de l'économie égyptienne, et l'Organisation des Nations Unies souhaite aider le pays à mieux le développer. C'est dans ce sens que la FAO a mis en place un programme pour l'alimentation et l'agriculture. Objectif, aider les agriculteurs à réduire le gaspillage tout en améliorant la sécurité alimentaire. Patricia Solange-Dubois. Utiliser les terres et les cultures pour une récolte optimale et réduire le gaspillage. C'est le programme qui a été mis en place par les Nations Unies en Égypte. Le projet cible principalement les plus jeunes et les femmes dans les 5 gouvernorats de Beni Suef, Fayoum, Sohag, Asiout et Aswan, des régions touchées notamment par la malnutrition. Nous améliorons les revenus des femmes en leur trouvant un emploi et nous leur apprenons à cultiver leurs terres de manière plus efficace. De plus, au lieu de récolter 1 kilo de tomates par jour, elles en récoltent 3 kilos, ce qui contribue à nourrir les plus nécessiteux. Plusieurs installations ont déjà été mises en place pour enseigner aux futurs agriculteurs comment choisir les cultures, les irriguer, puis récolter et stocker les produits. Des cours de commerce et marketing leur sont également dispensés, nécessaires pour gérer et améliorer leur rentabilité. Le plus important, c'est le marketing. Ils doivent me garantir que mon droit est conservé en tant que fermier. Je ne veux pas que des industriels et des exportateurs prennent ce qui me revient de droit. Le gouvernement doit faire le lien entre l'exportateur et le producteur. Nous avons suivi la procédure, mais pour le moment, il n'y a absolument aucun suivi. Depuis son lancement il y a 5 ans, environ 2708 femmes et jeunes ont pu bénéficier de ce programme. À terme, la FAO voudrait faire en sorte que de plus en plus de personnes produisent de la nourriture à partir de petits espaces et l'étendre à tout le pays. Le 26 septembre, une date tragique pour le Sénégal. Il y a 15 ans, le bateau surnommé le Joola chaviré à 40 km au large des côtes gambiennes, emportant plus de 2000 vies. En mémoire aux victimes, cette journée a été consacrée à la prière, au recueillement et à la sensibilisation. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. 15 ans après le naufrage du bateau le Joola, la date du 26 septembre demeure une empreinte de souvenir au Sénégal. Une journée de prière et de recueillement s'est déroulée dans pratiquement tout le pays, comme ici au cimetière Saint-Lazare-Béthanie de Dakar. Moussa Thiaré a perdu son père durant ce naufrage et il avait 3 ans à cette époque. Tous les souvenirs de son défunt papa lui sont racontés par ses proches. Je n'ai pas connu mon père parce qu'à 3 ans, je ne peux rien me rappeler. Tout ce que je sais de lui, on me l'a raconté. Je prie Dieu pour qu'il repose en paix. Je n'ai jamais connu mon père. Il est décédé en 2002. Et moi, je suis né en 2003. C'est dur, mais je vis avec. Il y a 15 ans, en pleine nuit, le ferry le Joola se retournait au large de la Gambie. Le navire pouvait légalement accueillir 550 passagers. Plus de 2000 étaient à bord. Officiellement, 1863 personnes sont mortes dans cette catastrophe. Si les familles des victimes et les rescapés ont été indemnisées, elles attendent toujours de connaître la vérité sur ce drame et que le navire soit renfloué. Le renflouement du bateau est nécessaire parce qu'on parle d'un mémorial depuis 15 ans. Ce mémorial n'est pas encore érigé. Alors par conséquent, le renflouement du bateau devient nécessaire pour devenir le mémorial justement, pour que les gens puissent se recueillir autour de ce mémorial, pour se souvenir, mais aussi pour pouvoir faire un deuil correct. En rappel, c'est le 26 septembre 2002, le bateau le Joola qui assurait la liaison entre Dakar et Ziguinchor a chaviré et les familles des victimes attendent toujours d'avoir un espace commun de recueillement, de méditation et de souvenirs.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.